Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au changement climatique et quand il est question d'un tel sujet, on peut l'aborder vraiment sous plusieurs angles différents. Le premier, le plus évident, est forcément celui purement scientifique. Il y a aussi une approche plus pratique, je dirais même politique, mais politique ici au sens de l'application, c'est-à-dire des mesures soit d'atténuation ou d'adaptation qui peuvent être réalisées autant à l'échelle internationale, multilatérale, régionale d'un point de vue mondial, mais aussi national, local et enfin, bien entendu, au niveau du citoyen, donc qui va concerner une approche beaucoup plus éco-citoyenne. Il existe aussi une autre manière d'aborder le sujet donc, du changement climatique, cette fois-ci sous le prisme de ce que l'on appelle le régime climat ou régime climatique. Un régime, c'est un ensemble de pratiques, d'organisations, d'institutions, mais aussi d'idées autour d'un thème central qui est ici le climat. Avant de nous intéresser au régime climatique de manière vraiment beaucoup plus contemporaine, il va falloir quand même prendre conscience que déjà, dès l'Antiquité, on a parlé, sans le nommer climat, du climat. Une approche plus météorologique, certes, mais qui porte en elle déjà des conceptions très intéressantes à comprendre, à connaître et aussi à comprendre. La première, donc, c'est celle qui a été développée par Théophraste, donc savant, qui va soulever une hypothèse qui va perdurer pendant très très longtemps dans nos conceptions justement de notre relation avec le climat, qui est la suivante et qui est à la totale opposée de celle que nous avons aujourd'hui. À savoir que Théophraste, lui, pensait à son époque que ce qui importait en fait, c'était de réchauffer le climat en fait, pour le rendre beaucoup plus propice à l'agriculture. Et par là, il fallait pratiquer de grandes opérations de déforestation afin de permettre au climat de se réchauffer et de le rendre, donc je le répète, beaucoup plus propice à l'agriculture. Il faut quand même imaginer que cette vision a perduré pendant très très longtemps et ne pas oublier que jusqu'au 19e siècle et même au début du 20e siècle, notre vision des changements climatiques était beaucoup plus, on parlait à l'époque quand on parlait de changement climatique, eh bien on parlait surtout d'une grande glaciation et les mesures que l'on cherchait à prendre pour lutter contre ce changement climatique, eh bien restaient celles de trouver des moyens de réchauffer le climat. Il y a eu aussi, il faut le comprendre et le réaliser, dès Hippocrate, donc 400 ans avant Jésus-Christ, des théories du climat. Je parle ici en Occident, il y a sûrement dû en avoir dans d'autres régions du monde, eh bien des théories du climat donc, qui essayaient en fait, de trouver une relation entre le climat et le tempérament, en fait, entre la température et le tempérament des êtres humains. Et c'est ainsi que pendant très longtemps aussi, donc de Hippocrate, en passant par Platon, Aristote, au Moyen-Âge notamment Thomas d'Aquin, Montesquieu qui va plus tard dire que le premier des empires est celui du climat, jusqu'à Hegel, eh bien cette conception en fait donc d'une véritable relation entre le climat et le tempérament des êtres humains est fait très intéressant, eh bien il faut voir que d'une manière assez générale, eh bien ces théories du climat tournaient toujours autour de la même idée. Je trouve que Aristote, en fait, quand il a voulu prouver en fait la perfection du peuple grec, justement avec ce genre de considération, elle est à l'image un petit peu de cette idéologie donc du climat, de cette théorie du climat qui va perdurer. Elle est la suivante. Pour Aristote, eh bien, les peuples du Nord étaient des peuples certes un peu moins intelligents, un peu moins intellectuels, mais largement plus industrieux, plus guerrier et surtout avec une nature profondément impétueuse et insoumise, indépendante. Tandis que les peuples du Sud avaient peut-être une meilleure sensibilité, étaient souvent plus intelligents, mais n'avaient pas cette pugnacité en fait, qui caractérisait les gens du Nord et donc avaient une certaine inclinaison en fait, à la soumission. Ce qui est assez intéressant,
de retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans ce régime climatique, justement, quand on regarde le discours qui est développé, si aujourd'hui on continue quand même à parler de pays du Nord et pays du Sud, et ici les qualités ne sont plus seulement celles de tempérament, mais celles de développement. Et étrangement, on continue à garder cette image de classer, donc c'est un discours, un dialogue, une dialectique entre deux régions du monde, les pays du Nord et les pays du Sud. Pays du Nord qui sont les pays les plus développés, les plus industrieux, les plus riches, et les pays du Sud. Fait intéressant, beaucoup, en tout cas certains de ces pays qui sont classés comme pays du Sud ne se situent pas à l'hémisphère sud, donc de la planète, eh bien eux sont des pays sous-développés, en voie de développement, émergents, en tout cas beaucoup moins avancés dans ce fameux et sacro-saint développement si cher à la culture occidentale depuis au moins le XVIIIe siècle. Il faut se rendre compte donc que ces théories ont longtemps perduré et il a vraiment fallu attendre 1843 avec Alexander von Humboldt, donc célèbre naturaliste à son époque, célèbre à l'échelle mondiale, inconnu aujourd'hui au bataillon pour beaucoup de gens, alors qu'avant même que Ernst Haeckel, qui était un de ses adeptes, étant aussi adepte tous les deux de Darwin, eh bien en 1866 va inventer le mot écologie, eh bien Alexander von Humboldt, grand voyageur, grand écrivain, grand scientifique, eh bien, va poser les bases et même le mot de climatologie et va notamment montrer la relation entre la température et la nature des végétaux et va être le premier aussi à émettre l'hypothèse d'une influence des activités humaines sur le climat. Arrhenius, un petit peu plus tard, lui va parler de l'effet de serre et va poser donc la notion de l'influence du CO2 sur la possibilité d'une augmentation sensible de la température de la Terre. Mais pour l'instant, donc jusque-là, la climatologie, elle a un impact vraiment anecdotique sur le siècle. Il va falloir attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale surtout, même si déjà 1930, il y a un organisme qui s'appelle l'Organisme météorologique international, qui est une rencontre, une réunion des plus grands météorologues du monde, eh bien, va commencer à poser l'idée de créer un organisme mondial de la météorologie pour avoir une vision et sûrement aussi une gestion de cette science beaucoup plus mondiale. Et là, déjà, la conscience qu'il y a sûrement des phénomènes donc atmosphériques qui concernent vraiment l'ensemble de la planète. 1930, 1945, création de l'ONU, et c'est l'ONU donc qui va la première suivre cette vision et va créer, déjà poser en 1947 une convention mondiale autour justement de la météorologie et créer donc véritablement en 1950 l'Organisation météorologique mondiale. La météorologie devient un sujet mondial. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une des toutes premières filiales qu'elle va créer. 1950 est un moment clé justement dans ce changement de climat. Ici, climat, il faut le prendre vraiment d'une manière beaucoup plus large que seulement un ensemble d'effets météorologiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mot climat, je vais faire une petite digression, mais elle n'est pas inutile, eh bien, le mot climat, s'il voulait dire inclinaison en fait de la Terre par rapport aux astres, et notamment par rapport au Soleil, qu'il va être utilisé, donc il vient du latin climat, mais il va vraiment être utilisé notamment en France à partir du XIVe siècle, et climat, dès le début, définit quelque chose de très local, et aussi à la fois une relation, une notion géographique et une notion aussi de température. Et climat, au fur et à mesure de l'évolution de ce mot, eh bien, va prendre une dimension aussi anthropologique. Donc, on va même aussi elle va aussi prendre une dimension politique, puisqu'on va parler après de climat des affaires, de climat de guerre. Et donc le climat,
Donc, c'est, quand je parle ici de changement de climat, c'est le climat dans sa notion la plus large, qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi métaphysique. 1950, John Nyack, ordinateur, supercalculateur créé, développé par John von Neumann, donc célèbre mathématicien qui va être aussi à l'origine du développement des recherches atomiques et de la bombe nucléaire. Eh bien, John von Neumann profite donc de l'opportunité de la guerre froide, où l'armée, notamment l'armée américaine, a disséminé à travers tout le globe des sondes météorologiques, des instruments de mesure météorologique, et qu'elle se retrouve complètement saturée par le flux d'informations qu'elle n'arrive pas à traiter. Et lui voit donc dans cette contingence militaire, il voit lui une véritable prérogative, il y voit un moyen, une opportunité pour développer son supercalculateur, et donc il va vendre à l'armée américaine en fait la possibilité de pouvoir faire des prévisions météorologiques non plus seulement à une échelle réduite, autant dans l'espace que dans le temps, mais vraiment à l'échelle, pourquoi pas, du continent américain, et sur une année, voilà, sur de nombreux mois. Et c'est ainsi que le premier modèle numérique va être créé. Il va y en avoir d'autres qui vont suivre, notamment celui le plus connu en 1956, celui de Norman Phillips. Et au fur et à mesure donc que ces modélisations numériques, informatiques du climat vont avancer, eh bien notre vision donc de ce qu'est le climat va aussi se perfectionner, et c'est là qu'on va commencer à parler du réchauffement climatique et avoir une vision totalement contraire à celle qui avait perduré depuis Théophraste. L'ONU, en fait, en s'intéressant à ce sujet, eh bien, va elle aussi saisir une opportunité. Parce que l'ONU, son objectif, c'est quand même, malgré tout, de pouvoir réunir un maximum de nations autour de l'idée d'une gouvernance mondiale, et de créer quelque part une assemblée, non plus nationale, mais une assemblée internationale, pour ne pas dire globale. Et le sujet, en fait, du changement climatique, quand on regarde comment elle l'a traité au fur et à mesure du temps, 1979, donc première conférence donc, sur le changement climatique, puis après la convention cadre, et ainsi de suite, le protocole de Kyoto, la création du GIEC, donc un groupement international scientifique qui va vraiment travailler à démontrer en fait les effets donc de nos modèles industriels sur ces changements climatiques. Eh bien, elle va développer une pédagogie, vraiment. Il s'agit véritablement d'une pédagogie, cette pédagogie qui va se décliner autant par un travail scientifique commun que aussi une réflexion commune, donc avec les COP, et le développement de véritables diplomaties climatiques, et véritablement aussi de travail en commun, d'un régime. Voilà, c'est un véritable régime qui a été mis en place, et on voit bien qu'au tout début, 1979, quand on développe, on soumet cette idée donc d'une influence du modèle industriel sur les changements climatiques, eh bien la plupart des pays sont réfractaires, et grâce à ce travail, vraiment cette pédagogie, cette méthodologie alliant donc innovation politique et aussi recherche scientifique, innovation mais aussi utiliser d'anciens procédés, parce que par exemple pendant la COP la COP 21, le procédé qui a été utilisé donc de négociation par subsidiarité, il ne faut pas oublier que ce procédé a été utilisé d'abord par les pères de l'Église, en fait, lors des conciles, en fait. Donc voilà. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, donc, quand on parle de régime climatique, il faut comprendre que même si aujourd'hui le sujet, d'un point de vue pratique, peut porter à caution, et on peut penser que lors de ces COP, en fait, nous ne sommes pas arrivés à obtenir de véritables résultats. Moi, je pense que pour l'ONU, en fait, le premier véritable résultat, la première victoire qu'elle a obtenue, c'est de pouvoir trouver une méthode, une pédagogie, une organisation qui a permis de mettre, donc, je le répète, en 2015,
plus de 190 nations sur la même table, de les mettre d'accord pour traiter ensemble d'un sujet et pour signer un accord vraiment, quasiment mondial, puisque c'est quasiment, en tout cas, toutes les nations qui se sont assis à cette table. Et aujourd'hui, il ne faut pas ignorer le fait que même si, par exemple, Trump est sorti de cet accord, eh bien, pour des raisons, d'ailleurs que les gens disent souvent, pour des raisons beaucoup plus de politique intérieure qu'extérieure, il ne faut pas oublier que dans un autre côté, ceux qui analysent la stratégie militaire, notamment des États-Unis, eh bien là, c'est un tout autre discours, une toute autre approche, et l'armée américaine est très très loin de développer un discours climato-sceptique, bien au contraire, et elle travaille dessus, c'est un sujet très sérieux. Donc même l'ambivalence, en fait, même la position des États-Unis est très ambivalente par rapport à ce régime climatique. Une chose est sûre, c'est que ce régime climatique est en train de changer vraiment, même des conceptions qui nous paraissaient évidentes, en tout cas est en train de les remettre en question, comme celle de ce qu'on appelle le modèle westphalien, en fait, qui est un modèle donc de découpage en fait géographique qui a été utilisé pour la première fois au 19e siècle au sortir de la guerre de 30 ans en fait, et où vraiment des pays se sont réunis pour découper l'Europe en fait, avec donc cette idée de frontières, d'État, nation et de souveraineté nationale. C'est vraiment là que ces notions-là ont commencé à émerger. Elles ont été encore plus confirmées après, avec notamment Yalta. Et donc ce modèle donc, de la frontière artificielle qui serait en opposition avec les frontières naturelles, en fait, puisque la nature, en fait, on le dit souvent, elle a ses propres lois, et ces lois sont souvent différentes, donc les lois naturelles sont différentes de nos lois qui sont artificielles, donc, eh bien, on est en train de remettre en question, donc, avec cette mobilité du climat, eh bien, parler de mobilité des frontières aussi, de changer certaines frontières. Il y a aussi cette idée vraiment de mobilité aussi dans le sens où il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir en fait, comme c'est déjà le cas avec la mer du Nord, où la Chine peut profiter de nouvelles, un nouvel canal pour voyager, et pas seulement. Il y a aussi certains pays comme la Suisse et l'Italie, avec la fonte des neiges justement, qui sont en train de peut-être, dans le cas de négocier pour repenser leurs frontières. Vous avez l'Antarctique, qu'on a envie apparemment de faire d'une zone franche, en fait une zone de non-souveraineté, en tout cas nationale. Vous avez aussi le Groenland, qui est un vaste continent, en fait, où avec justement ce réchauffement climatique risque de nous révéler, la fonte des neiges risque de nous révéler eh bien, de nouvelles ressources naturelles minières très très importantes, et pas seulement. Vous avez des pays comme la Russie, en fait, qui, elle, voit, alors là, qui est dans une approche plutôt, justement, théophrasienne, j'oserais le dire, et qui voit dans le réchauffement climatique une opportunité, justement, d'avoir des conditions bien plus propices à l'agriculture, puisque ce réchauffement va lui permettre peut-être d'avoir une agriculture beaucoup plus productrice. Donc, bref, il y a aussi cette idée de mobilité avec ce spectre que l'on soulève un petit peu aux nations du Nord, donc des réfugiés climatiques, qui aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue déjà, comment dirais-je, d'un point de vue institutionnel, juridique, n'existent pas, mais aussi, il n'a pas encore été prouvé que la plupart des réfugiés qui sont en train de déferler, en tout cas, sur l'Europe seraient des réfugiés climatiques, alors que bon, ils sont souvent contenus, notamment dans des pays comme les nôtres, où on les empêche de venir dans ces pays, et c'est d'ailleurs un enjeu géostratégique pour des pays comme les nôtres. Eh bien voilà, quand on parle donc de ce régime climatique, de cette diplomatie, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les nations qui ne reconnaîtront pas en fait leur responsabilité, qu'elles soient historique, parce qu'il faut voir quand même qu'au final, les pays du Nord, les pays industrialisés n'ont pas tant que ça résisté à reconnaître leur responsabilité historique. On parlait de responsabilité commune mais différenciée, excusez-moi. Eh bien, il faut comprendre aussi que nous, pays du Sud,
nous devons comprendre que notre responsabilité contemporaine est d'autant plus importante que la responsabilité est un pouvoir. Par exemple, Algérie, pays donc producteur d'énergie fossile, pays qui a un potentiel dans les énergies renouvelables considérable, mais aussi pays qui importe encore énormément de choses qu'il consomme, donc qui participe, toujours à ce qu'un certain modèle industriel global perdure, pays qui a un aménagement de son territoire aujourd'hui qui reste encore très peu rationalisé, très peu efficace, où l'efficacité énergétique et l'efficacité en général de la gestion des ressources n'est pas encore d'actualité. Pays qui importe beaucoup de produits de l'étranger sans exiger justement des normes beaucoup plus écologiques et des normes justement de production qui mettront cette idée donc de mesures d'atténuation ou d'adaptation au centre de son éthique donc d'importation. Eh bien l'Algérie aujourd'hui, qui est quand même un marché non négligeable pour nombre de pays, eh bien, elle a une responsabilité et un pouvoir qui est peut-être moins direct, qui est indirect, mais qui reste une influence très importante. Et aussi, nous, pays donc d'Afrique du Nord, de par notre placement qui est à l'avant-poste, en fait, de ces effets donc, du réchauffement climatique, mais aussi de par notre biodiversité, de par notre patrimoine culturel où la résilience au changement climatique est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et donc, il y a énormément de choses à apprendre, à développer grâce à ce patrimoine. Donc, je répète, patrimoine naturel et culturel qui pourrait être à la base justement de nous donner la possibilité de développer en fait une économie résiliente qui serait beaucoup plus maghrébine, locale, beaucoup plus en relation avec cette darologie commune que nous avons avec ce pays, avec cette manière d'habiter et d'être habité par un territoire. Eh bien, aussi, notre responsabilité, elle est là, puisque aujourd'hui, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, eh bien, n'ont pas créé un véritable bloc, préfèrent s'inscrire dans d'autres blocs climatiques, ce qu'on appelle des blocs climatiques. Donc, ce sont des regroupements de nations, justement, lors de ces négociations. Il n'y a pas de fonds verts, il n'y a pas de fonds pour le climat maghrébin. Et nous n'avons pas créé des institutions capables, donc à l'échelle maghrébine et africaine, pour avoir nos propres bailleurs de fonds, pour effectuer notre propre soft power, donc sur nos sociétés civiles, et pour justement développer un logos, une logia, un discours donc de notre habitat, notre darologie, un discours qui nous permettra de placer la responsabilité climatique au centre de notre géopolitique et nous donnera un rôle non plus seulement de celui de l'adolescent qui va dire que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe et laissez-nous continuer à nous développer et à essayer de vous ressembler, mais tout autre discours qui dira oui, nous sommes responsables et nous avons, de par aujourd'hui, notre responsabilité à continuer. Nous avons ce pouvoir et cette responsabilité potentielle de vous imposer aussi une nouvelle façon de nouveaux produits, de nouveaux procédés justement. Et nous avons aussi cette responsabilité nous-mêmes de créer notre propre paradigme économique qui devra absolument, bien entendu, ne pas s'isoler du reste du monde, mais en tout cas développer ses propres particularités, puisque le climat, au final, même dans le régime climatique, on parle beaucoup aussi de l'aspect, en fait, on revient à cette dimension locale, à cette dimension régionale, et voilà, l'Algérie, je pense, et tous les pays du Grand Maghreb doivent absolument développer, à mon humble avis, un véritable discours climatique qui soit à la fois endémique et conscient de toutes les contingences globales du sujet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, ce que j'ai dit, c'est un petit peu la synthèse. J'ai rajouté complémenté en fait ce qui a été dit lors d'un atelier que j'ai co-animé hier avec mon ami Nabil et Hamza pour le compte donc de la page
Écologie Dielna, que je tiens vraiment à féliciter pour son travail darologique et je ne sais pas comment dire, mais en tout cas pour son approche très locale avec le Derija, donc de l'écologie. Je les félicite pour ce travail et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.